je vais commencer par vous dire ce que je fais exactement, parce que je trouve que quand on parle de sa pratique, il faut quand même la définir un petit peu pour être crédible. Alors j'ai un parcours un peu compliqué. J'ai commencé par faire des études de théâtre professionnel, et puis après j'ai fait de la sociologie. En fait, je faisais toujours deux études en même temps. Je suis allée assez loin en sociologie, et puis un jour j'ai dit mais en fait non, je veux faire médecine. Bon, alors 6 ans après mon bac philo, je me suis attaquée à la médecine. Ça a été assez rude, et j'ai été tout de suite, j'ai presque toujours été très intéressée par la question de la trajectoire dans une vie, de la trajectoire et de la continuité. Et sans doute influencée par mes parents, j'avais un abord absolument résolument non dualiste de l'être humain, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, et vous allez comprendre en quoi l'aptonomie va apporter une réponse, et la continuité vie prénatale, vie postnatale. Alors ça, je l'ai compris après, c'est à cause de ma naissance à moi. Beaucoup de gens qui s'occupent énormément de naissance ont un petit compte à régler avec leur naissance. Ça, je vous apprends rien, c'est comme ça. Alors, ma grande chance, c'est que je suis née à la campagne, en Bretagne, il y a très longtemps, et l'obstétrice, j'étais coincée, j'avais une procidence du coude. Alors de nos jours, on ferait une césarienne, mais là, le pauvre gars, au Croisic, en 1946, il n'y avait pas de SAMU, il n'y avait rien. Bon, il s'est dit, comme mes deux collègues, Boris et Françoise Dolto, ils ne connaissaient rien à l'obstétrique, il s'est dit, je ne vais pas leur dire la gravité de la situation, je vais essayer de sauver les choses moi-même. Et il m'a repoussée. Et finalement, j'ai fini par naître. Et je suis arrivée, et l'accouchement se passait très bien. Tout le monde rigolait, c'était le troisième enfant, c'était très sympathique, il racontait des blagues. Alors, quand il y avait une contraction, ma mère disait arrêtez de rigoler, j'ai une contraction. C'était assez jovial. Et du coup, je suis arrivée au monde dans ce malentendu. Ma mère avait un accouchement formidable et moi, j'avais une naissance terrible. Sauf qu'on ne le savait pas. Et j'ai mis 35 ans à le comprendre. C'est-à-dire qu'il avait donné une version édulcorée. Et donc, du coup, tu étais un peu coincé, il t'a repoussé, et il était comme ça dans ton berceau pendant 3 jours. C'était très mignon. Et puis là-dessus, j'ai fait une toxicose, et j'ai été de nouveau en très grand danger. Et là, ma mère m'a sauvé la vie parce que j'étais complètement anorexique, je voulais rien boire. Et c'est elle qui m'a expliqué pourquoi il fallait... Et j'ai bu. Bon. Et je pense que je voulais refrôler la mort avec elle, mais elle comprenant la situation. Et de cette histoire-là, je pense que tout a découlé. Je vous raconte ça parce que je pense que c'est intéressant pour des praticiens. Et je pense que vous, ça ne vous étonnera pas. J'ai fait 2 longues tranches de psychanalyse bien menées et je gardais des symptômes qui étaient soit des cauchemars qui étaient toujours sur le même thème, c'est-à-dire on m'a enfermé sans faire exprès, au 20e sous-sol ou au 15e grenier, donc personne ne sait que je suis en danger, donc on ne peut pas me porter secours. Ou bien j'étais réveillée à 4 pattes en train de crier. J'essayais de trouver une sortie. Et 2 fois, quand j'ai été en vrai danger de mort, je me suis débattue jusqu'à un moment où j'ai arrêté de me débattre. Et je me disais, tu te rends compte là que tu es en train de t'en remettre au destin là. Alors vous voyez, le destin a bien fait les choses pour ce que je suis là. Mais j'étais consciente de ça et ça m'interrogeait. Mais je ne trouvais rien à travailler là en psychanalyse puisque ma naissance avait été épatante, puisque l'accouchement de ma mère était épatant. Et quand j'ai commencé à travailler avec Franz Feldman, en 3 séances de travail apto-psychothérapeutique sur moi, on est tombé sur cette histoire de naissance, c'est-à-dire que pendant que les autres faisaient chacun ce qu'ils avaient à faire, moi j'avais vécu une angoisse majeure. Et du jour où j'ai travaillé là-dessus, tous ces symptômes ont définitivement disparu, et mes rêves, et mes machins, etc. L'autre chose qui m'a beaucoup interpellée à ce propos, c'est que 2 fois, une fois après une séance d'ostéopathie très très profonde, à la suite de laquelle mes 2 pariétaux se sont débloqués, qui étaient quand même bloqués depuis ma naissance, et lors d'une séance d'acupuncture,
j'ai revécu les mouvements de ma naissance. C'est-à-dire que j'ai très très bien senti la poussée qui part du sacrum, c'est un moteur 1000 chevaux, hein, et le blocage de l'épaule 3 fois, et à la 4e fois, l'épaule a fait ça et c'est passé. Et ça m'a estomaqué de voir que j'avais une trace mnésique dans la chair de ce moment-là. C'est intéressant quand même. Hein. Les gens ne savent pas assez à quel point la naissance laisse trace. Donc c'est avec ce bagage dont je n'avais pas conscience que j'allais dans la médecine avec cette idée fixe, mais le lien prénatal, postnatal est très important, et la naissance, etc. Donc j'ai eu la chance d'être amalgamée à un groupe. Donc j'ai fait des études, je voulais faire obstétrique et pédiatrie, ce n'était pas possible, surtout que j'avais commencé tard. Et donc j'ai fait des études de pédiatrie. Oui. Ah, alors ils n'ont rien entendu tout le reste en faisant des efforts. Bon. Pardon là-haut. Ça j'adore. Ça c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ça va là? En vrai, c'est des fantômes. Bon, donc j'ai fait ce CES de pédiatrie et j'ai eu l'attestation de médecine préventive, c'est-à-dire de médecin de PMI. Et puis, 8 jours avant de passer le dernier concours, j'ai fait fonction d'interne en pédiatrie pendant 4 ans dans des services de banlieue où on recevait de la grosse pathologie. Et puis 8 jours avant de passer le dernier concours pour être pédiatre, j'ai dit mais je veux pas être pédiatre parce que je pourrais pas voir d'adultes. On faisait des remplacements de médecine générale tout le temps et donc j'ai pas passé le concours. Ce qui fait qu'en fait je suis pas pédiatre, mais j'ai eu une grosse pratique de pédiatrie, mais aussi à l'époque quand on faisait de la médecine générale, on se battait beaucoup pour faire changer la médecine générale et aussi pour le droit à l'avortement. Il y avait des trucs, c'était la fondation du planning familial, c'était le groupe Information Santé. C'était très politisé et c'était très passionnant. Donc quand on se remplaçait pour gagner notre vie pendant les spécialisations dans ces services-là, dans ces cabinets-là de médecine de groupe, on faisait beaucoup de gynécologie aussi, on faisait beaucoup de choses. Donc j'ai eu une pratique comme ça. Du coup, je me suis installée comme médecin généraliste. Et l'année de ma thèse, qui était une critique de l'enseignement médical, qui s'appelait « L'illusionnisme pédagogique ou la formation escamotée ». Je suis arrivée dans mes études de médecine en étant sociologue. Donc j'avais un œil et en étant élevée par mes parents. Donc j'avais l'œil un peu critique sur la situation. Et donc l'année de ma thèse, j'ai été amalgamée à un groupe pluridisciplinaire qui s'appelait le GREN, c'est le groupe d'études et de recherche du nouveau-né, qui publiait une revue qui s'appelait Les Cahiers du nouveau-né, où on travaillait ensemble des néonatologistes, des psychiatres, des psychanalystes, des obstétriciens, des pédiatres, sur ces questions-là. Et on a publié plusieurs livres, enfin on avait une revue qui était formidable, donc, si vous trouvez encore des numéros, qui étaient très en avance. Et un jour, on nous a dit, il y a un type qui joue avec les fœtus. Ça vous intéresse? Alors on a dit oui, ça nous intéresse énormément. Et on a rencontré Franz Wellmann comme ça. Et il nous a envoyé un article. Franz Wellmann est un monsieur qui pense que quand on parle latin et grec, tous les Européens vous comprennent. Ce n'est pas tout à fait le cas, en vérité. Alors il nous a envoyé un article dans un français truffé de latinisme et de grec, etc. Alors on lui a renvoyé en disant, écoutez, non, on ne peut pas publier ça. Et il a dit, non, mais c'est parce que vous n'avez pas senti. Et c'est là où on va se retrouver sur un terrain commun. L'aptonomie, comme je pense la psychomotricité, ne peut pas se saisir dans son ampleur si on ne sent pas. C'est la limite de la formation universitaire, en tout cas pour l'aptonomie. Ce que je peux faire ce soir, c'est vous informer. Mais si vous voulez comprendre ce que c'est, il faut faire 1, 2, voire 3 séances avec un aptothérapeute confirmé. Donc, avec tout ça, je suis arrivée avec ce bagage-là. Et l'année où j'ai rencontré Franz Wellmann, c'est-à-dire en 1979, j'ai compris que c'est ça que je cherchais depuis toujours. Donc, là-dessus, lui, il voulait prendre sa retraite. Bon, alors on a un petit peu travaillé au corps.
Et il a accepté de fonder une association, le contrat moral étant, d'accord, d'accord, je te forme, on était 2, mais vous enseignerez avec moi. Voilà. L'autre étant Bernardis. Donc, c'est pour ça que je me retrouve ici ce soir. Donc, ma pratique est une pratique d'aptothérapeute, ayant beaucoup travaillé avec les psychanalystes, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma mère, Françoise Dolto. Donc, on pourrait dire que je suis un peu au confluent des deux, peut-être par rapport à d'autres aptothérapeutes. Donc, j'ai à peu près un tiers de mon travail qui consiste à accompagner des grossesses, c'est-à-dire, c'est extraordinaire comme expression, des parents qui attendent des enfants en pré- et post-natalité, grossesse dite normale et grossesse tragique. Et puis, les 2 autres tiers, ou, enfin, ça dépend des moments, j'ai en aptopsychothérapie ou en aptothérapie des enfants, des adolescents, des adultes. Mais parfois, on va m'amener un enfant, par exemple, parce qu'il est aveugle de naissance et qu'il faut essayer de faire qu'il se développe en développant de la sécurité dans l'espace, ou des choses comme ça. Il m'arrive de travailler avec des gens qui viennent parce qu'ils ont une névralgie du trijumeau, ou des trucs très atypiques comme ça, où je suis obligée, ou des enfants assez lourdement handicapés, et là je suis obligée d'inventer à partir de tout ce que je sais, quelque chose de haute couture pour ce cas-là. Et donc, dans ces moments-là, il y a certainement des choses dans ce que je fais qui ressemblent à ce que vous feriez. Hein. Donc, voilà pour ma pratique. Alors, j'ai mis en exergue cette très belle phrase de Merleau-Ponty, parce que d'abord, j'aime bien penser à l'ombre des grands hommes. Je trouve ça toujours nourrissant. Et que cette phrase, je la trouve magnifique. Aussi parce que l'aptonomie est très inspirée de phénoménologie. Et que Merleau-Ponty, la phénoménologie, les grands penseurs, c'est Husserl, c'est Lévinas, et en France, c'était surtout Merleau-Ponty, qui malheureusement est mort à 50 ans, je crois, d'une crise cardiaque. Et s'il n'était pas mort si jeune, je pense que la pensée française ne serait pas où elle est maintenant. Alors, cette phrase magnifique, elle dit « L'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience ». Alors, on pourrait réfléchir des heures là-dessus, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que moi, ça m'inspire, vous, peut-être que ça vous ennuie. Mais ça témoigne bien du fait que, d'abord, que toute présence est communication, hein, que nous le voulions ou non, et que dans toute présence, il y a une part de création à chaque instant, comme dans toute rencontre, qui est une création à 2, à 3 ou à plusieurs. Hein, et que l'expérience de cette création, ce que nous en faisons quand nous la pensons, hein, est une chose qui nourrit notre intelligence comme nul autre pareil. Alors l'aptonomie, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous infliger tout le diaporama, mais je vais butiner dedans. Ah non. Alors, comment je fais pour avancer? Il nous a dit, le monsieur, mais... Ah oui, il faut que je me mette là. Où ça? Ah oui, d'accord. Alors... Ah oui, d'accord. Oui, c'est plus simple. Très bien, merci. Alors, Franz Wendmann, qui a eu... Franz Wendmann était un petit enfant surdoué. Vous avez vu le festin de Babette? Non? Ben pour ceux qui l'ont vu, il vivait dans un village un peu comme ça, protestant, néerlandais. Et quand il avait 12 ans, je crois, il a fait un discours à tout le village en leur disant que vraiment on ne pouvait pas vivre comme ça. Enfin, c'était un enfant un peu atypique et qui a eu toute sa vie, qui était un grand observateur. Et il a beaucoup observé. Et puis, pendant la guerre, il a passé 3 jours dans un wagon avec beaucoup d'autres personnes qui partaient vers un camp. Et là, il a vécu une expérience dont lui ne voulait pas parler. Je crois que c'est après 15 ans de travail avec lui qu'il m'a raconté ça. Et lui ne supportait pas bien d'en parler, mais je pense que c'est important pour le comprendre. Dans ce wagon, il y a une jeune femme qui l'a accompagnée dans son agonie pendant 3 jours et qui finalement est morte dans ses bras
en l'appelant papa, tout en sachant parfaitement qu'il n'était pas son père. Ensuite, il a vu dans ce concentré de la société les gens dont les rôles sociaux auraient supposé qu'ils se conduisent d'une manière éthique, être prêts à tout pour sauver leur vie, tandis que ceux dont on n'aurait pas attendu ça se conduisaient d'une manière très éthique. Et puis enfin, dans un village de Pologne, les portes du wagon se sont ouvertes et il s'est retrouvé face à un jeune soldat qui sans doute ne s'attendait pas à voir ça. Et il a vu cet homme très jeune, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, il avait un peu plus de 20 ans, avec cette jeune femme morte dans les bras. Et sans qu'un seul mot soit échangé entre eux, il a été décidé qu'il pouvait sortir le corps, que quand il allait rentrer dans le wagon, l'autre ne fermerait pas complètement la porte, et que si, à la sortie de la gare, il sautait, il ne lui tirerait pas dessus. Et ainsi fut fait. Et donc, il s'est retrouvé là. Ça a été une cristallisation de choses qu'il observait depuis qu'il était petit. Et il est sorti de là avec 3 idées. La première, c'est que le fait que cette jeune femme l'ait appelé papa en mourant, vous savez que sur les champs de bataille, il paraît que les soldats disent beaucoup maman en mourant, à quel point l'affectif était une chose essentielle chez les êtres humains. L'autre chose, devant cette décomposition sociale, de se dire, bien évidemment, chez tout enfant qui arrive au monde et chez tout être humain, il y a potentiellement le pire et le meilleur. Est-ce qu'on pourrait imaginer une éducation qui sélectionnerait plutôt le meilleur? Et comment on ferait ça? Et la troisième chose, c'est quelle est cette communication sans parole, tellement puissante que j'ai joué ma vie dessus. Et ensuite, dans son retour vers les Pays-Bas depuis la Pologne, à plusieurs occasions, il a croisé des soldats allemands, et c'est toujours dans sa manière de se comporter, de se tenir, qu'il a passé le cap et qu'il ne s'est pas fait arrêter, toujours avec cette communication non verbale. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à penser l'aptonomie. Et il a travaillé ensuite avec des malades psychiatriques totalement enfermés sur eux-mêmes. Et il s'est aperçu que s'ils regardaient ensemble une feuille en train de tomber et qu'ils faisaient ensemble le geste d'accompagnement du chemin de la feuille, il arrivait à recréer du lien avec eux. Ça l'a beaucoup intéressé, ça a été une des choses de départ. Et puis, il y a eu une très grosse épidémie de poliomyélite dans les années 60 aux Pays-Bas, où ils ont été obligés de travailler de manière pluridisciplinaire. Et dans son travail avec les malades psychiatriques, il avait commencé à avoir le sentiment qu'il y avait des traumatismes très, très, très précoces. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50-60, dire que le sujet humain éprouvait quelque chose dans la vie prénatale, c'était risible. Ma mère, on disait qu'elle était folle, parce qu'elle aussi pensait ça à l'époque. Hein. Bon, on m'a dit à la fac de médecine, pourtant c'était déjà il y a assez longtemps, « Ah oui, t'es la fille de la folle ». Et vraiment, on n'y croyait pas. Hein. Le nouveau-né, c'était un tube digestif vaguement sophistiqué. Pour voir d'où on vient, hier, je vous conseille de lire le livre de Stanislas Tomkiewicz, L'adolescence volée, ou Une adolescence volée, chez Hachette Poche. C'est passionnant, d'abord parce qu'il a un parcours passionnant, cet homme, mais parce qu'on a un effet de zoom, on se rend compte, moi je me rends compte, que de mon vivant, il y avait encore des enfants trisomiques jetés dans des pièces sur de la paille, avec d'autres enfants handicapés. Quand j'étais petite, mais quand même, il faut voir le chemin qui a été parcouru et le danger de régression qui nous guette. Alors, donc il était parti de cette observation en disant le prénatal, la précocité, etc. Et puis, dans cette épidémie, à l'époque, on n'intubait pas les gens, on mettait les gens sous poumons d'acier, c'est-à-dire des machines qui comprimaient et décomprimaient la cage thoracique. Et il a assisté des femmes en couche sous poumons d'acier. Et là, il a senti que l'enfant in utero cherchait le contact et dialoguait avec lui, qu'il le suivait, l'accompagnait. Et il s'est dit, mais alors je ne suis pas fou de penser qu'il y a quelque chose dans le prénatal. Et dans un deuxième temps, donc, il a pensé à appliquer l'aptonomie
à la pré- et postnatalité. Et quand il est arrivé en France, il avait au moins 60 ans, il pratiquait une autonomie pré- et postnatale qui correspondait à ce qui se passait aux Pays-Bas à l'époque. Et évidemment, la société ayant beaucoup changé, et ses élèves français étant, il y avait beaucoup de psy dedans, il a accepté, avec une exceptionnelle générosité pour un grand chercheur, de nous laisser faire évoluer énormément l'autonomie pré- et postnatale. Et à la fin de sa vie, il me dit « Ah oui, ça c'est toi qui le fais, je ne sais même pas ce que c'est », à propos de certains détails de travail qu'on faisait. Ce qui était très, très généreux de sa part. Hein. Il nous a laissé féconder, dans le fond, son apport avec le nôtre pour aller plus loin. C'est de ça dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ça, c'est la définition des termes. Moi, comme je n'ai jamais fait de grec, je peux faire ma maligne, mais enfin bon, apto, aptein, ça parle du contact tactile. Et vous avez aussi apsis qui parle de l'espace. Hein. Alors ça, je vais revenir en arrière. Alors dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'aptonomie? Il appelle ça science de l'affectivité, et quand je l'ai connu, il parlait encore du toucher. Et puis, il s'est passé deux choses terribles, c'est que le toucher est devenu terriblement à la mode, et les gens ont pensé que quand on touchait quelqu'un, on lui faisait forcément du bien, ce qui est loin d'être vrai. Et il s'est passé la même chose avec la parole. Quand les psychanalystes ont commencé à dire qu'il fallait parler aux enfants, on s'est mis à leur dire un peu n'importe quoi et n'importe comment. Je me souviens d'un jour où ma mère était revenue de la Maison Verte et elle a tordu de rire en me disant, il y avait une dame qui était venue la voir en lui disant « Vous savez, Madame Dolto, moi je fais tout comme vous dites. Alors, en fait, je parlais à mon bébé tout le temps. Puis l'autre jour, je me suis rendu compte que ce que je lui disais, c'était vraiment pas intéressant. Parce que je lui disais, je vais prendre ton biberon, je vais mettre de l'eau dedans, etc. Et je me suis rendu compte que c'était ennuyeux. Alors, je me suis tue. Il était content. » Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est la même chose. Parler, c'est pas faire du bruit avec sa bouche. Et rentrer en contact avec quelqu'un, c'est pas forcément le toucher. Mais la complication, c'est que le toucher est le seul sens qui soit toujours réciproque. Impossible de toucher quelqu'un sans qu'il vous touche. Alors, comment faire? Alors, pendant longtemps, la médecine s'est dit, oh ben, c'est simple, on va toucher les gens techniquement, neutrement, comme si on annulait la dimension de la rencontre. Hein, c'est le toucher médical. Et non seulement il dissimule beaucoup de symptômes, il en fabrique d'autres, par exemple le réflexe crémastérien ou les réflexes cutanés abdominaux. S'il n'y a pas de stress, ils disparaissent. Hein. Donc ce sont des réflexes de stress qui sont dus à cette manière de justement toucher les patients comme des objets. Si on touche quelqu'un comme un objet, malheureusement, il se comporte comme un objet et il se vit comme un objet. Donc ça, c'est une impasse. Donc comment faire autrement? Ben, vous avez des réponses, nous on a les nôtres qui sont différentes mais qui doivent se rapprocher. Alors, science de l'affectivité, oui, ça veut dire qu'en fait, il a dégagé dans l'appareil psychique un certain nombre de phénomènes qu'il a rassemblés pour créer un corpus qu'il a appelé l'affectif avec un grand A majuscule, hein, en disant ces phénomènes qui concernent tout ce qui nous touche émotionnellement et affectivement sont centraux, ils obéissent à leurs lois propres et ce sont eux qui réunissent le corps et l'esprit. C'est-à-dire que si on se centre sur l'affectif d'une part et qu'on utilise l'affectif comme outil de travail, je vais essayer de vous en faire sans comprendre quelque chose plus tard, on a peu abordé l'humain comme une unité affectivo-somato-psychique. Et sortir de cette pensée dualiste occidentale tellement dommageable pour le soin, hein, et pour la compréhension des patients. Alors, les orientaux n'ont pas cette séparation corps-esprit, mais ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas cet abord affectif non plus. Alors c'est encore autre chose. Mais en même temps, c'est très perceptible dans les foules en Asie, par exemple en Chine ou au Vietnam. Je ne suis pas allée au Japon. Quand on est dans une foule,
on sent très bien que les gens sont dans une autre manière de se mouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne se cognent pas. Ils se frôlent, ils ne se cognent pas. C'est très agréable et intéressant. Alors que quand vous traversez une foule occidentale, tout le temps, les gens ne changent pas leur trajectoire. Ils arrivent, ils vont se cogner dans vous. C'est assez agressant d'ailleurs. Hein. Et la circulation automobile, je ne sais pas si d'autres qui ont été en Chine ont vécu ça, mais c'est absolument terrifiant parce qu'on voit, on est dans un autobus et on voit un énorme 15 tonnes qui arrive. En France, on se dit, ils se rentrent dedans, ça c'est sûr, c'est bon. Et non, là, ils vont faire... Ils se frôlent. Hein, et ils se frôlent, mais ils ne se touchent pas. C'est très impressionnant. Et ça vient du fait que ces gens se vivent comme une unité. Hein. Alors, la première chose qu'il a fait, c'est de dégager l'affectif et de dégager les lois auxquelles ils répondent. Alors, grosso modo, ce qui est très important, c'est que tout phénomène affectif a un effet immédiat sur toute la corporalité. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais nous, en aptonomie, on ne parle jamais du corps, sauf pour parler des cadavres. On parle de la corporalité animée de rencontres. Alors, ça fait jargon. Je sais bien, mais les jargons, ça a toujours un petit intérêt. Pourquoi ? Parce que ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où on est conçu, on est assigné à résidence dans un véhicule corporel qu'il va falloir se coltiner toute la vie avec ses évolutions. Et ce véhicule corporel, il est tout le temps affecté par ce qui nous arrive. Hein ? On peut le dire autrement, on peut dire que tout de nous est dans chaque partie de nous. Et l'animation, hein, la corporalité animée, hein, de rencontre, c'est-à-dire que le présupposé de Veltman, c'est que à tout instant, sauf quand nous sommes dans le sommeil, nous sommes toujours dans un tendre vers, que ce soit tendre vers la lumière, vers l'espace, vers un autre matérialisé, ça peut être vers un animal, mais dans une ouverture comme ça. Alors, pour sortir du jargon, on peut utiliser la différence entre la chair et le corps. Par exemple, si on dit « cet enfant est la chair de ma chair », tout le monde comprend la dimension affective de la grossesse, tout ce qui se passe, qui n'est pas même à peine formulable, est dit là-dedans. Personne ne dirait « cet enfant est le corps de mon corps », ça ne voudrait rien dire. Donc il y a bien une différence entre la chair et le corps. Donc quand je vous parle de corporalité animée de rencontre, c'est ça. C'est-à-dire c'est la chair en tant que c'est le lieu où s'inscrivent depuis notre conception les épreuves et les signifiants. Alors je crois avoir compris, en passant par l'embryologie, qu'il s'agit en fait du tissu endomésoblastique. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Et le tissu endomésoblastique, le cœur fœtal bat à 21 jours, et c'est le tissu endomésoblastique qui a quand même tout le vasculaire, tout le musculaire, etc. C'est celui qui, dès la vie prénatale, quand on a peur ou quand on a mal, se ratatine sur lui-même et se ferme. Tout se fige. Et en fait, on se retrouve dans un état de non, c'est-à-dire un état d'immobilité, où on est finalement dans un système de survie. On ne va se mouvoir que si ça sert à notre survie. Et alors que quand on est en sécurité, en état de oui, hein, eh bien, les vaisseaux se dilatent, le tonus change, etc. Et on est dans ce mouvement vers l'autre. On pourrait dire que toute thérapie, c'est de faire passer les gens d'un état de oui, d'un état de non, de survie, à un état de oui, de vie, hein, si on voulait absolument résumer. Est-ce que vous avez déjà observé ce que ça fait en vous quand vous pensez non et oui ? Non ? Eh bien, on va le faire. Vous allez voir, c'est très rigolo. Alors, posez-vous dans vos bases. La base, pour nous, c'est tout le contenu du bassin, c'est-à-dire non seulement le périnée et tout. Posez-vous. Voilà. Et puis, dans votre langue maternelle, pensez en boucle, en vous-même, le mot « non ». Vous pouvez aussi penser le prénom de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine récemment, qui vous a mis en colère. Ça fait à peu près le même effet. Hein ? Pensez non et sentez ce qui se passe.
Et puis maintenant, pensez oui. Vous sentez la différence? Oui? Non ferme. Oui ouvre. Hein? Avec une sensation différente en termes de bien-être, de mal-être, etc. Donc ça, c'est un processus très, très, très global. Hein? Donc ce que Vellman a compris, et dans 100 ans, on saura beaucoup mieux le dire, c'est que tout phénomène affectif se répercute immédiatement dans chaque fibre musculaire et entraîne des changements de tonus, et que ça se passe grâce au fuseau, notre idole, le fuseau neuromusculaire, et le système gamma, le système limbique, et toutes ces choses-là. Hein, et que ça affecte immédiatement tout. Donc, il a développé ce qu'on appelle la phénoménalité de la rencontre. Ça, je vais y revenir après. Et ça aussi après. Alors voilà, l'affectif, troisième terme qui permet de sortir de la dualité corps-psyché. Il n'y a plus de tiers exclus. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas répéter. Ce qui en nous perçoit, accueille le sensible, trie, ressent, aime, déteste, craint, a peur, désire, choisit et s'engage. Alors, en ce qui me concerne, je suis extrêmement sensible à la fin, c'est-à-dire s'engage. Parce que notre présence au monde nous demande sans arrêt de nous engager ou de nous dégager. Si nous étions raisonnables, on irait s'enchaîner tous les matins devant tous les ministères, tellement il y a de raisons de protester contre un tas de choses. Donc dans une vie, des causes qui demanderaient notre engagement militant, il y en a plein. Comment est-ce qu'on choisit celles, au pluriel ou au singulier, auxquelles on va donner beaucoup d'énergie? Ce choix est affectif, il n'est pas rationnel. L'engagement est par nature affectif. Alors je vous dis ça parce que j'ai un peu l'impression que nous sommes dans une époque, c'est ce que disent mes copains hospitaliers, ils me disent, tu sais, les jeunes internes sont très sympas avec leurs patients, éventuellement, pas forcément, parce que quelquefois ils sont dans la tête, mais ils ne sont pas engagés. Et dans une relation thérapeutique, je crois que les patients ressentent immédiatement, même s'ils ne peuvent pas ni le conscientiser ni le verbaliser, quelque chose de la nature de l'engagement du thérapeute dans le processus de travail qu'on engage avec eux. Hein, et c'est pour ça qu'un thérapeute qui n'est pas au clair avec son affectif, je ne sais pas trop comment il peut travailler. Hein. Alors, phénoménologique et empirique, l'aptonomie est phénoménologique parce qu'elle repose sur l'observation et la mise en acte de phénomènes qui sont reproductibles, et empirique parce qu'en grec, empirique, ça veut dire emperia, ça veut dire l'expérience. D'une façon péjorative, souvent on dit qu'une chose est empirique, on veut dire qu'elle est bricolée, mais ce n'est pas du tout ça, c'est un faux sens. Hein, quelque chose qui est empirique, c'est quelque chose qui donne à l'expérience. Alors là, on va parler de l'expérientiel et pas de l'expérimental, qui donne à l'expérience une valeur très importante. Et vous le savez tous, il y a des expériences que nous vivons parfois qui durent peut-être moins de 20 secondes et qui nous remanient entièrement subjectivement. On n'est plus jamais le même dans notre être, dans nos manières de penser. Donc, les expériences sont des pépites. Alors, il y en a qui sont plus ou moins importantes à relever, mais c'est très, très important. Et donc ça, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas transmettre l'aptonomie uniquement par les livres, parce que si on ne fait pas l'expérience d'un bon contact psychotactile, ben, on n'aura qu'à savoir. Alors, phénoménalité de la rencontre, je passe là-dessus. Ça, c'est la définition de la phénoménalité aptonomique, c'est-à-dire ce corpus de phénomènes observables et reproductibles, intéressant le psychisme, l'affectif, la cognition, le souffle, les muscles, les articulations, les viscères, les sécrétions hormonales, qui sont mis en acte au niveau global de la personne dans toute rencontre humaine. Il a fait un travail de définition extrêmement poussé. C'est-à-dire que nous pouvons
travailler sur des états de tonus que nous pouvons nommer avec toutes leurs conséquences dans les fuseaux neuromusculaires, etc. et que nous savons mettre en acte et nous savons faire changer. Et c'est des changements d'état de tonus qui peuvent durer 2 secondes. Vous voyez, c'est très précis. L'autonomie, c'est pas être gentil avec ses patients. Il y a une dimension affective, mais c'est tout à fait autre chose. L'autre raison pourquoi je vous lis cette diapo, c'est parce que je vous donne l'occasion de vivre ce que c'est que le cerveau d'un bébé surstimulé. Vous savez, quand on va dans les congrès et qu'on se tape 20 communications toutes de 20 minutes avec le PowerPoint, et la personne qui lit son PowerPoint, vous lisez pendant que vous m'écoutez, et dans certains cas, ça c'est dans une langue et la personne parle dans une autre langue, c'est très utile pour savoir ce que c'est qu'un bébé surstimulé. Hein, si je vous fais le coup encore 4 diapositives, vous allez commencer à sentir ce qui se passe dans chaque fibre de vos muscles quand vos 2 hémisphères ne travaillent pas bien en même temps et quand vous vous demandez à vous-même des tâches pas compatibles. Et quand on fait ça avec les enfants, ce qu'on fait tout le temps. Alors bon, j'ai parlé tout à l'heure, tout ça c'est une question qui passe par les voies sous-corticales, par l'innervation gamma, par les fuseaux neuromusculaires. Bon. Et la dernière chose que je vous impose, c'est cette histoire du tonus de représentation. Il a défini un tonus global qui englobe tous les tonus, les muscles, les tendons, les ligaments, les capsules, etc., mais aussi la tension psychique. Et ce tonus de représentation rend compte de notre présence. Et notre présence reflète notre tonus de représentation. Alors c'est un outil très précis avec lequel on peut travailler en sachant très très clairement ce qu'on fait. On ne va jamais poser nos mains à n'importe quel moment ni à n'importe quel endroit, bien sûr. Hein. On est toujours, et nous, on est très au courant de notre tonus de représentation. Si vous voulez, tout à l'heure, on pourra en parler plus en détail. Alors, nous ne parlons pas du toucher, nous parlons du contact psychotactile affectivo-confirmant. Là encore, jargon. Alors, à la fin de sa vie, l'autre chose qui est devenue à la mode, c'est l'affectif. Tout le monde parle d'affectivité. Hein. L'affectivité, c'est encore une tartine et personne ne sait très, très bien de quoi on parle. Donc, lui, il avait repris un mot grec, le thumos, et il parlait de contact thymotactile. Alors, contact pour ne pas dire toucher, pour rendre compte de la réciprocité, psychotactile ou thymotactile parce que tout le psychisme est impliqué dedans, et affectivo-confirmant, parce qu'un des grands postulats de l'autonomie, c'est que pour qu'un être humain développe toutes les potentialités qui sont en lui, il faut qu'il se sente confirmé affectivement, c'est-à-dire qu'il se vive comme bon pour celui qui l'approche. Ça ne suffit pas qu'on lui dise « tu as le droit d'être là », il a en plus besoin de s'éprouver comme bon. Et qu'un enfant petit qui n'a pas été confirmé va laisser en friche tout un tas de possibilités. Ce contact thymotactile, il a comme effet de donner tout de suite un sentiment de sécurité et un sentiment de complétude. Alors ça, c'est très très important. Ça aussi, je pense que vous êtes aussi tous très préoccupés de ça. La question de la complétude, de s'éprouver complètement, de se percevoir soi-même jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout du cerveau, partout. Hein, c'est très très important, d'autant plus que les bébés sont les champions du monde du morcellement. Je pense que ça, vous le savez tous, ceux qui travaillent avec les bébés. Les bébés, quand ils ont une zone où ils ont peur ou mal, ils l'isolent. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les perceptions par là le plus possible. Ils anesthésient ou ils hypoesthésient. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des adultes qui ont anesthésié beaucoup de sens. Et surtout, le contact. Je me souviens d'une patiente qu'on m'avait adressée parce qu'elle était intouchable. Et donc, elle pouvait ni se déshabiller ni être touchée. Donc, elle arrive dans mon bureau et je lui dis, bon, bah, déshabillez-vous, allongez-vous. Et c'était assez amusant. On a fait un travail épatant. Et
Eh bien, par exemple, si, la première fois que j'ai posé ma main sur sa cuisse, je lui dis agréable ou désagréable. Je ne sais pas. Ah ben ça, c'est pas possible. Je l'enlève. C'est mieux ou c'est moins bien? Je ne sais pas. 40 minutes pour qu'elle puisse dire ah oui, c'est mieux avec votre main. Tellement elle était anesthésiée. Hein. J'ai une petite expérience, peut-être plus que d'autres psychothérapeutes, des grands prématurés, des anciens grands prématurés, parce que pour les anciens grands prématurés, la psychanalyse ou les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, ça ne marche pas très bien parce qu'ils ont trop peur. S'il n'y a pas de confirmation affective, de contact, il y a des zones dans lesquelles ils ne pourront pas s'aventurer. Donc, après de longs parcours, souvent, ils arrivent chez nous. Et c'est eux qui m'ont beaucoup appris sur le morcellement et aussi sur le fait que je crois que beaucoup de prématurés font des sorties de corps. Et il y en a qui restent dehors. Moi, j'ai eu un patient, un jour, j'ai compris qu'en fait, il se voyait toujours d'au-dessus. Et tout le travail a été de le rentrer dans sa corporalité. Et en fait, il avait fait ça dans sa couveuse. Et il n'avait jamais... Alors, il était dans un mal-être absolument formidable. Et la psychanalyse ne marchait pas. Donc, savoir restaurer le sentiment de complétude, c'est évidemment très important. Alors, ça, c'est sur le périnatal. Alors, à base d'autonomie, on peut finalement s'occuper des humains dans le soin, comme dans l'éducation au sens le plus large du terme, de la conception à la mort. On peut très bien être kinésithérapeute, médecin généraliste, voire dentiste, ostéopathe, avec une approche autonomique de cette manière d'approcher. Ou psychomotricien, c'est-à-dire en ajoutant une dimension affective très maîtrisée, mais authentiquement affective quand même. On peut penser la pédagogie. On a dans le centre de formation une formation en aptopédagogie. Comment on fait pour assumer l'accompagnement pédagogique d'un enfant en mettant toujours l'affectif au premier plan? Comment on fait en pratique? On peut faire un travail de psychothérapie, d'aptopsychothérapie, c'est ça une partie de mon travail. Et il y a aussi une formation qu'on appelle aptocinésie, parce que cinésie, ça veut dire mouvement en grec, pour tous les gens qui s'occupent des patients alités ou handicapés, c'est-à-dire pour les médecins généralistes, voire les infirmiers. On a d'ailleurs des psychomotriciens qui font cette formation. Comment, dans cet abord-là, ajouter le contact affectif, hein? Donc, on peut faire toutes ces choses-là et travailler aussi dans l'accompagnement des mourants. Et on est en train de réfléchir à une formation pour les enseignants. Alors, on ne leur apprendra pas le contact, mais le contact, il est aussi à distance. Parce que là, vous me percevez d'une certaine façon, et donc, ma manière d'être avec vous, vous l'éprouvez. Si je me referme complètement dans l'espace, si je bloque complètement ma base, si je suis jusque dans mes ménages, c'est ratatiné, c'est extrêmement désagréable. Pour moi aussi. Et vous entendez, il n'y a plus d'harmonique dans ma voix. Même si je parle fort, c'est plus la même voix. Et alors, si je vous fais un sourire, ça va être terrible, parce qu'il peut être que faux. Parce que tout est bloqué. Le tissu endomésoblastique s'ouvre avec le sourire quand il est vrai. Je ne peux pas commander le mouvement de mes yeux, je peux commander rationnellement que le mouvement de ma bouche. Et ça, personne ne s'y trompe. Et un nouveau-né encore moins qu'un autre. Hein. Donc, il y a une façon d'être avec les autres bien avant le contact. Et vous le savez très bien, quand on va chercher un patient dans la salle d'attente, ou même quand on le prend au téléphone, la consultation commence. J'ai une patiente qui est venue me voir en me disant je voudrais continuer l'accompagnement prénatal avec vous parce que je suis avec une sage-femme en autonomie. Elle est très gentille quand on est dans le bureau, mais alors, quand on la croise dans la salle d'attente ou dans l'entrée, elle ne dit pas bonjour et rien. Donc c'est du faux. Hein? Donc on ne peut pas tricher avec ces choses-là. Avec l'affectif, on ne peut pas tricher. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se former en autonomie si on n'accepte pas de se laisser un peu bousculer. Parce que c'est bousculant, la vie affective. Hein, ça ne s'apprend pas comme on apprend dans les livres. Et ça ne s'apprend pas si on ne veut pas accepter d'être un peu remué. Voilà. De la même façon qu'on ne peut pas
mener une thérapie avec quelqu'un qui ne veut pas bouger. Hein? Soignez-moi, mais surtout, je ne veux pas changer. Bon, d'accord, au revoir. Ça ne sert à rien. Hein? Alors après, on peut quand même essayer de les faire changer d'avis, mais c'est difficile. Alors, est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Là-haut aussi? Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu plus du pré- et postnatal et qu'après on discute? Oui? Alors, je vais revenir en arrière. On est à 1 heure. Je vais développer un peu le postnatal et puis on va se laisser une bonne demi-heure d'échange. Mais partant du principe que vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein? Le seul risque que vous prenez, c'est que je perde mon fil. Mais tant pis, j'en rattraperai un autre. Voilà. Ça, c'est quand même pour nous rappeler. Alors, j'aurais dû commencer avant. J'aurais dû commencer à l'époque où on a tous été des lasagnes. Vous vous souvenez? Quand on était un disque. Hein, c'est là. C'est ça qui est très intéressant. Jusqu'à 21 jours, on est des lasagnes. Puis un jour, on se dit quand même, il faudrait que je prenne forme humaine. On commence à s'enrouler. Et on commence par la tête et on finit par la base. C'est pas pour rien que dans toutes les grandes traditions de soins, d'une façon ou d'une autre, on retrouve les mêmes points. Alors, en même temps, c'est agaçant parce que, vous savez, c'est le truc du comparateur fou. Le gars, vous l'amenez à Shanghai, il dit « Ah oui, on dirait un peu le pont de Romorantin ». Bon, alors, quand on parle de thérapie, etc., il y a des gens qui veulent toujours ramener ça à ce qu'ils connaissent. Et bon, pourquoi pas? Mais ça peut être aussi dommage parce qu'on perd du temps. Hein. Alors, il faut se réjouir que tout le monde parle du hara, de la base, de tout ça. Et pourquoi? Parce qu'à 28 jours de vie, quand ça s'est rabouté en bas, l'endoblaste et le mésoblaste se sont raboutés. Et c'est pour ça que cette zone-là est tellement importante et que ça diffuse partout. Et donc, on s'est retrouvés après être sortis de notre état de lasagne dans cet état replié, hein, replié sur soi-même, tête sur les jambes, et aussi replié autour de notre axe. Avec ce machin-là, ça, toute l'affaire, elle est là. Hein, c'est-à-dire qu'on est co-vivant. On n'est pas en symbiose, mais on est co-vivant. Et se sortir de cette co-vivance, pour nous les humains, espèce nidicole, on est le plus nidicole de tous les mammifères. Ça veut dire qu'on est celui qui met le plus longtemps à quitter le nid, le plus dépendant de tous les mammifères. Les autres, ils sont debout en 1 heure, hein, ils broutent, ou ils vont chercher la mamelle. Nous, on est très handicapés, très dépendants et pendant longtemps. Et les bébés, ils savent très bien que c'est une question de vie ou de mort, de faire un bon lien avec les grandes personnes. Parce qu'ils ont perdu ça, cet état de perfusion qui fait que dans la vie prénatale, on n'a jamais besoin de rien, quand tout se passe normalement. Vous connaissez le travail de la maternologie de M. Delassus? Bon, alors c'est très intéressant, c'est très psychanalytique et c'est très amusant parce que on pensait très différemment, mais on était d'accord pour parler ensemble. Malheureusement, il est mort. C'est quelqu'un qui avait énormément travaillé sur la vie fétale, les bébés, etc. Et lui, il disait, mais le fœtus n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, il est dans sa bulle, et effectivement, il n'a besoin de rien. Donc, il est dans une autarcie, même s'il est co-vivant. Et nous, en aptonomie, on dit, c'est vrai, il a besoin de rien physiquement, mais comme il est un humain, il a désir de communication. Parce que le désir et le besoin, ce n'est pas la même chose. Hein? Donc, l'enfant qui naît fait l'expérience de la dépendance et des différents besoins qui vont l'inscrire dans le temps. À la naissance, le temps démontre qu'il n'est qu'un des temps, et l'espace de la corporalité se croisent pour toujours, et ils vont être scandés par des besoins qui sont potentiellement inquiétants. Et quand la coupure du cordon, il y a le cordon réel, mais il y a le cordon métaphorique, bien sûr, se fait pas bien, on va avoir des gens qui vont être dans une nostalgie de cet état fœtal où
où finalement il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de besoin. Et ils vont toujours chercher chez l'autre quelqu'un qui va leur donner ce sentiment-là. Hein, alors ça ne se voit pas, mais en fait ce sont des gens qui se promènent avec métaphoriquement leur cordon ombilical dans la main et ils cherchent quelqu'un sur qui se brancher pour faire placenta. Attention, c'est pas de l'amour. Ça peut y ressembler, mais malheur à vous si quelqu'un vous prend pour son placenta. Et beaucoup de gens cherchent dans la relation à l'autre, et quelquefois avec leur thérapeute, une relation de perfusion placentaire. Hein. Donc c'est pour ça que c'est tellement important. La façon dont on va permettre à l'enfant, progressivement, de passer de la vie aquatique à la vie aérienne, ça se fait en un instant, mais d'en assumer toutes les conséquences. Hein. Dans le fond, on pourrait dire que la grande question qui se pose à nous, et c'est la question qui taraude les aptothérapeutes, c'est comment faire de ce petit spécimen de l'espèce humaine, mammifère, un être humain qui assume ses valeurs d'humanité et qui donne à la vie affective l'importance qu'elle a. Parce que notre mammiférité nous guette toujours. Et la nier, ce n'est pas une bonne façon de vivre. Il faut reconnaître qu'on est des mammifères. Mais des mammifères parlants. Des mammifères pour qui la vie affective est primordiale. Hein? Donc ça, c'est pas rien. Alors ça, j'aime bien cette photo, parce que c'est pour moi vraiment la métaphore d'une éducation réussie. Parce que vous voyez que cet enfant, il a totalement confiance dans la personne qu'il porte, qui lui-même, vous voyez, il est sur le pouce. Hein? Donc ça veut dire que l'adulte, il a parfaitement confiance en lui, dans tous les messages proprioceptifs qui lui parviennent, il a suffisamment confiance pour proposer ça. L'enfant aussi. Et grâce à ça, ils ont confiance l'un dans l'autre, et grâce à ça, l'enfant peut regarder au loin. Parce que je vois le développement d'un être humain comme un long processus de déségocentration. Le nouveau-né est un être totalement égocentré. C'est pas égoïste, mais égocentré. C'est-à-dire son geste, c'est ça. Moi, je suis dépendant. Amenez-moi les trucs, là. Amenez-moi les couches, amenez-moi le sein, amenez-moi le biberon. Bon, c'est ça son geste. Hein. Et il faut des années pour arriver à ce que le geste devienne ça. Hein. On ouvre les bras, on prend dans le monde ce qui nous intéresse, on le reprend, on le transforme et on le rend au monde. C'est ça la vie. Hein. La vie, c'est transmettre, c'est accueillir, transformer, transmettre. Dans tous les domaines, que ce soit, et l'amour et l'échange de l'amour, c'est la même chose. Hein. Donc, sur ces bases-là, alors oui, je reviens. Donc l'accompagnement aptonomique de la grossesse est un accompagnement de la parentalité dans lequel est inclus une préparation à l'accouchement. C'est un accompagnement du couple, c'est-à-dire que si le père ne veut pas, alors si la mère ne veut pas, c'est simple, on ne peut rien faire, ça c'est réglé. Si le père ne veut pas, on ne doit pas faire sans lui. Parce que ça voudrait dire qu'on dit, bah oui monsieur, vous n'êtes pas capable de voir ce qui est bon pour votre enfant, on va le faire sans vous. Ça, c'est pervers. Et un jour ou l'autre, ça peut poser des problèmes graves dans la triade. Donc il ne faut pas le faire. Il faut soutenir la femme en disant, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir cet homme-là dans votre vie que d'avoir fait de l'aptonomie sans lui. Hein, donc on ne le fait jamais. Si le père est mort ou définitivement parti, à ce moment-là, on va demander à la femme de trouver un tiers, qui sera la plupart du temps une autre femme, pour que l'enfant se construise dans une figure de triangle. Parce que c'est ça la figure, la construction humaine. Si on fait un travail à deux, mère-enfant, enfant-mère, mère-enfant, enfant-mère, on va renforcer la relation duel, et un jour ou l'autre, elle risque d'être étouffante, pour l'un comme pour l'autre. Et ce n'est pas souhaitable. Donc on va toujours demander qu'un tiers vienne, mais en fait, il sera en position carte, parce que le père, il est aussi dans l'enfant. Alors pourquoi est-ce que l'aptonomie pré- et postnatale est très importante à mes yeux? Parce que d'abord, comme tout enfant de thérapeute, je suis arrivée à l'âge adulte un peu obsédée par la prévention.
Parce qu'à force d'entendre les grandes personnes raconter des choses et dire mais si on avait fait ça, mais si seulement on n'avait pas fait ça, on se dit mais quand même, est-ce qu'on pourrait inventer un système où on ferait moins de conneries dans le développement des gens? Donc on a la fibre préventive très développée, premièrement. Et deuxièmement, donc c'est la plus grande prévention, hein, de prendre un spécimen de l'espèce humaine et de le constituer comme sujet par l'approche qu'on en a. Mais aussi, vous savez maintenant l'importance de l'épigénétique et du dialogue constant entre le génome humain et le milieu extérieur. Autrement dit, au moment de la conception, la distribution des gènes, c'est comme une distribution de cartes au début de la partie. Et le dialogue entre le génome et le milieu extérieur au sens le plus large du terme est tellement important que déjà 2 jumeaux identiques, au bout de 10 minutes, ils ne sont plus identiques. Et que donc, à la naissance, le jeu de cartes a été profondément remanié. Donc ça, c'est déjà très important. L'autre chose très importante, c'est que nous sommes les seuls mammifères qui ont inventé le néocortex, dans lequel il y a des aires corticales libres qui attendent d'être peuplées par des circuits neuronaux qui vont se créer et se modifier tout le temps en fonction des expériences vécues. En fait, on a des grands placards qu'on n'arrête pas de remplir, de ranger, de réorganiser, etc. Et ça commence dans la vie prénatale. Ça veut dire que nous savons maintenant que ce que va vivre un enfant in utero va faire qu'il ne va pas inhiber ou exprimer les mêmes gènes. Et que ce qu'il va vivre là, d'insécurité ou de sécurité, etc., est d'une importance capitale pour toute la suite. Ça, c'est très documenté. Vous avez ça sur Internet partout, j'imagine que vous le savez. C'est très, très important de savoir ça. Et c'est très révoltant que dans la réflexion sur la GPA, personne ne parle de ça. Moi, je suis une militante anti-GPA parce que c'est inhumain de faire ça. Donc, toujours un couple. Le plus tôt possible dans la grossesse. Si on peut, on fait ce qu'on appelle une séance de découverte. C'est aussi le travail qu'on va faire avec les femmes qui sont en processus de PMA. Et c'est toujours la même séance de découverte qu'on fait pour toute personne qui veut comprendre ce que c'est que l'aptonomie. En fait, on lui fait vivre l'expérience de ce qui change en elle, en termes de sécurité, insécurité et réaction, quand on pince les gens, à peu près là, et on observe comment ils réagissent. Déjà, c'est tout un tas de choses que je n'ai pas le temps de détailler ici. Et on leur fait découvrir que s'ils intègrent l'autre, c'est-à-dire que s'ils se prolongent dans l'autre, leur tonus change, leur vulnérabilité change. Et ce qui les faisait sauter au plafond avant, finalement, ou faire arracher les mains violemment, ils peuvent le supporter et rester souriants. Déjà, les femmes comprennent comment ça va modifier les conditions de l'accouchement. C'est-à-dire, ça parle de la question de la douleur et de la façon dont la douleur va se mettre comme un obstacle sur le chemin de l'enfant. Hein? Au moment de l'accouchement, il y a un tube musculaire qui se forme, vous le savez, et l'enfant cherche son chemin activement dans ce tube. Mais il faut que ce tube dise oui. Parce que si le tube fait comme ça à chaque contraction qui se referme, c'est comme si la mère de l'intérieur disait à l'enfant non, n'y va pas. Alors que lui, il est dans ce processus énorme et très puissant de la naissance. C'est pas pour rien que je vous ai raconté mon revécu de naissance, qui m'est arrivé par hasard. La puissance de la dynamique qui part du sacrum est vraiment stupéfiante. Donc l'enfant qui est dans ce processus-là, si sa mère ferme devant lui à chaque fois que lui essaye de descendre, ça les met dans une relation disharmonieuse qui augmente la douleur et qui augmente tout un tas de stress pour la mère comme pour l'enfant. Donc autour de la naissance, ce qu'on va mobiliser, c'est le sentiment maternel qu'on aura fait mûrir pour que la femme, même si elle a mal, puisse rester dans cette ouverture avec l'aide du père. Et puis, si elle arrive à sa limite, elle demandera une péridurale. Mais on sait maintenant que les péridurales sont loin d'être anodines, donc le but, c'est qu'elles soient les plus courtes possibles si on en a besoin, pas la longue péridurale qu'on pose en arrivant, et puis madame, vous pensez à autre chose. Ça, c'est absurde et dommageable. Ça a des suites sur l'immunité de l'enfant. Alors, le plus tôt possible dans la grossesse, avant le début du 3e mois, si on a fait cette séance de découverte, on peut aussi, dans le même jour, lui faire découvrir ce que nous appelons le giron. Le giron, c'est l'ensemble formé par l'utérus, le périnée, les muscles abdominaux, la ceinture scapulaire, le diaphragme thoracique,
diaphragme périnéal, ceinture scapulaire, muscles abdominaux. Tout ça, ça forme un tout. Quand une femme est affectivement chez son enfant, et ça ne va pas de soi d'aider une femme à être affectivement chez son enfant, tout ça fonctionne comme un tout. Ça, c'est la première découverte très importante. Et les parents, ensemble, peuvent faire sentir ça à l'enfant. Eux ne peuvent pas encore sentir l'enfant, mais l'enfant peut les percevoir. Hein. Et on apprend au père, même en ayant la main sur la cheville, qu'il peut aller faire le tour de la poche utérine. Et la mère le sent très très bien. Et l'enfant réagit à ça. Bon. Donc séance de découverte si possible très tôt. C'est aussi le travail qu'on va faire avec des femmes qui ont des problèmes d'infertilité. Mais si on ne peut pas la faire, alors cette séance-là, où on met les gens sur le ventre, on la fait toujours avec le père. On n'a pas d'urgence avec lui parce que le gros ventre ne va pas... Quoique, il y a des couvades, mais enfin, il n'y a pas la même urgence. Hein. Mais chez les femmes, si on peut le faire, c'est bien. Souvent, malheureusement, les femmes viennent nous voir au 4e mois. Pour moi, c'est déjà un peu tard. Mais on peut très bien commencer au 4e, 5e mois. Mais on ne va jamais commencer un accompagnement au-delà du 7e mois. Parce qu'il y a tout un processus de maturation et d'apprentissage qu'on ne peut pas raccourcir. Il y a bien une chose qu'on ne peut pas manipuler chez l'être humain, c'est la temporalité de maturation. Donc, ensuite, jamais après le début du 7e mois, parce que ça, c'est trop, on n'aura pas le temps, mais quelle que soit la situation, un aptothérapeute confirmé, même en salle de naissance, peut toujours intervenir. On fera un autre travail que l'accompagnement dont je vous parle là. Jamais en groupe, parce que c'est trop intime, et jamais lors d'une même grossesse avec yoga et sophrologie, parce que la représentation imaginaire de l'enfant, c'est cortical. Toute pratique de la respiration avec contrôle des 2 diaphragmes, parce que vous ne pouvez pas bouger le diaphragme thoracique sans que le périnée soit concerné, va mettre tous ces muscles en innervation corticale, donc avec un tonus plus dur, et il n'y a plus de relation possible entre la mère et l'enfant. Ça, il faut vraiment le respecter. Il y a des femmes qui ne nous croient pas. On leur demande, faites pas pendant la même grossesse, yoga ou sophrologie, et elles le font quand même. Et quand on travaille sur l'accouchement, sur la douleur, sur les descentes de l'enfant, il y a toujours un problème. Et on dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah oui, bah finalement, j'avais continué ça. Bon, ben voilà. Donc, il ne faut pas le faire. Alors, ça, je ne vais pas revenir là-dedans. Alors, premièrement, on fait découvrir aux parents, à la mère, que quand elle a ce vécu affectif, l'enfant d'abord réagit toujours. Ce qu'on obtient, ce n'est pas des mouvements qu'on entend sentir l'enfant bouger, c'est des reptations tellement subtiles et lentes qu'au début, on ne sent pas que l'enfant se déplace. On dit, tiens, il n'est plus là, tiens, il est de l'autre côté. Il l'a fait tellement doucement que la mère ne s'en est pas rendue compte. Alors, il y a ce qui vient de la mère. Une femme, quand elle est affectivement chez l'enfant, il suffit qu'elle ait un sentiment d'invitation vers le cœur, dans le berceau du bassin. Vous voyez, on utilise un vocabulaire affectif. Si je dis vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, c'est pas pareil. Alors je dis vers le père, vers moi, dans le bassin, etc. Elle va modifier tous les tonus, sous-corticale et pas consciente, là où elle envoie son invitation. Et l'enfant va être comme aspiré dans cette direction. Ce qui veut dire qu'une femme peut inviter son enfant à monter, à descendre, à se déplacer. Pendant une amniosynthèse, elle peut le fixer à un endroit. Ça la rassure beaucoup. Elle vit quelque chose avec l'enfant au lieu de subir un examen médical. C'est comme si elle tenait la main de l'enfant, ça change tout. On peut aussi, avec les jumeaux, avec les triplés, comme ça, donner un enfant. On fait monter un enfant, on lui donne un vrai temps de jeu, puis après on le fait descendre, on donne un vrai temps de jeu à l'autre, etc. Vous voyez, bon. Et c'est ça qu'elle utilise le jour de la naissance pour ouvrir le chemin devant l'enfant, ce qu'elle fait avec des muscles. Elle ne fait pas ça avec l'utérus, elle fait ça avec les releveurs de l'anus. Donc pendant la contraction utérine, elle peut quand même ouvrir le chemin devant l'enfant. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'une femme sache trouver cette relation avec l'enfant. Et ce qui est très, très étonnant, c'est le discernement fœtal. C'est-à-dire que dans le moment où les gens arrivent, on s'installe, on les décambre, enfin, vous voyez, tout un tas de choses. On se parle, même si on a les mains sur le ventre de la femme, l'enfant ne réagit pas. Dès que chacun de notre place, le père, la mère, l'enfant, on dirige notre intention vers l'enfant. C'est-à-dire que nous, dans nos mains, il y a quelque chose qui part de notre base, qui traverse tout, qui passe par la main et qui va chez l'enfant. L'enfant et la mère, c'est de l'intérieur. L'enfant réagit toujours par un mouvement de la colonne vertébrale. Il va faire ça. Ça veut dire
vous êtes là pour moi, moi je suis là pour vous. Ça, c'est très important, quel que soit le moment pathologique. Si on a ça, ou de difficultés d'accouchement, ça ira, parce que la mère peut accompagner l'enfant. Ensuite, il y a les jeux du père, je me grouille un peu. Il y a les jeux du père qui sont des jeux d'appel manuels. Il y a plusieurs façons de jouer avec un enfant. On peut l'appeler dans un coucou, le voilà. Hein, on appelle et puis on s'en va et hop, il arrive. Mais pour que ce soit de l'autonomie et pas de la gymnastique pour fœtus performants à parents modernes, il faut toujours... Ben oui, parce qu'on s'en fout de faire bouger l'enfant. Ce qui compte, c'est qu'il se passe quelque chose d'affectif entre trois. Il faut toujours que la mère accompagne l'enfant. Ton père t'appelle, vas-y. Ça se passe entre eux trois. Il y a la voix, bien sûr. Les enfants sont très, très sensibles aux voix, aux odeurs, etc. Ça, c'est tout un registre très passionnant. Et ça, c'est ce qui vient du père. La voix du père est très importante parce que celle de la mère vient toujours du même endroit. C'est avec la voix du père que déjà l'enfant découvre l'espace affectif et la scansion du temps. Il s'en va, il revient, il parle de loin, il parle de près, etc. Ça, ce sont des expériences très riches. Et il y a aussi des balancements de l'enfant. Tous les enfants, imperceptiblement, se balancent sur le souffle maternel de droite à gauche. Dès que vous êtes en contact avec une femme et qu'elle est dans sa base complètement détendue et affective, l'enfant va se lancer dans ce petit balancement. S'il s'aperçoit qu'on accompagne son balancement, il va découvrir que ça peut être un jeu et il va augmenter l'amplitude et c'est lui qui va choisir l'amplitude et la durée de ce jeu. Mais on peut leur faire découvrir qu'ils peuvent aussi se balancer de haut en bas ou bien rouler lentement sur leur axe. Et une fois qu'ils ont vécu ça, ils le mémorisent et c'est eux qui proposent. Et pour moi, c'est ça qui est très important dans l'accompagnement d'une grossesse, c'est que cet enfant in utero devienne proposant. Et dès que la mère est suffisamment présente, il va comme il dirait, on ne pourrait pas jouer à ça, ben là, il se balance un peu comme ça. Si la mère est occupée, il arrête. Si elle lui dit, mais oui, on y va, il rentre dans un balancement, au bas, gauche-droite, n'importe quoi. La plupart des enfants changent de balancement à peu près toutes les 5-6 secondes. Alors, les trois grandes personnes sont mues jusque dans leurs chevilles par le balancement de l'enfant. Et ce qui est très joli, un père un jour m'a dit, c'est une pédagogie du respect, c'est qu'on sent qu'il ralentit son mouvement. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il va changer de balancement, il va s'arrêter. Et on voit dans l'œil des trois grandes personnes, on est suspendu à ce qu'il va faire et hop, il repart par là. Et on le suit. Ça, c'est un vécu d'être ensemble qui est très, très agréable. Et une des choses que dit l'autonomie, c'est que s'il n'y a pas de plaisir partagé, alors en néerlandais, on utilise le mot anglo-saxon, la lust, et qui est mal traduit en français par plaisir. En fait, la lust, c'est plaisir, désir, tendre vers et joie. Et donc, ce que dit l'autonomie, c'est qu'un enfant qui n'a pas vécu la lust partagée, il va laisser en friche beaucoup de choses en lui. Hein. Et s'il les a vécues, au contraire, il y a des choses qui vont se développer. Et c'est pour ça que les bébés bien accompagnés naissent avec un autre tonus de posture. Ils tiennent beaucoup mieux leur axe et ils ont beaucoup moins d'hypertonie des membres. Je vais vous montrer des photos. Alors, dans la pathologie, alors après, au cours de ça, on apprend au père des tas de gestes à faire pour donner du confort à la mère. Comment l'installer, décambrer, recentrer l'enfant, remettre l'enfant au centre. Comment, au fur et à mesure du changement de silhouette, il va l'aider à enrouler l'enfant vers l'arrière, enfin, etc. Tout un tas de choses. Et puis après, il y a le travail sur l'accouchement proprement dit, l'accueil de l'enfant et tout le suivi postnatal qui consiste à apprendre aux parents à ne pas prendre l'enfant comme un paquet et le prendre d'une manière qui donne tout le temps complétude, sécurité et autonomie. C'est-à-dire, finalement, le portage, c'est un langage. Et ce qu'on dit à l'enfant, c'est toi qui te portes. Je t'aide, mais c'est toi qui te tournes. C'est toi qui fais. Hein. C'est ça qui est très, très important. Et ça a des effets sur le développement de l'intelligence. L'intelligence est nourrie par le geste. Pas à vous que je vais apprendre ça. Hein. Le mouvement, le geste sont une nourriture, comme l'affectif, essentielle pour l'intelligence. On n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais on pourrait en reparler. Il y a un tas de concepts tout à fait intéressants. Donc, le suivi postnatal, c'est toujours une séance en suite de couches le plus tôt possible, où on va d'abord s'occuper de la mère, on va lui rendre sa complétude, sa base, etc. Parce que même après un accouchement bien passé,
les femmes ont besoin de retrouver leur base. Et ensuite, on va remettre l'enfant sur le giron en le soutenant dans sa base et il va nous raconter ce qu'il a à nous dire sur sa naissance. En général, ils grimpent et ils vont prendre le sein ou un biberon. Et la façon dont ils le font nous dit beaucoup sur la naissance. Et puis, on va travailler sur la manière de porter, qui va être à peu près la même pour tous les enfants de 0 à 3 mois et demi. Et ensuite, on les revoit entre 3 mois et demi et 4 mois parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le cerveau et dans la famille. Il y a souvent la mère reprend le travail, etc. Et là, il faut porter l'enfant, il faut ajouter d'autres choses, sinon il s'ennuie. Et un bébé qui a de nature très motrice, c'est-à-dire qui aime le mouvement, il y a des tas de typologies d'intelligence, entre 3 mois et demi et la marche acquise, ou le bon 4 pattes, surtout s'il va en crèche, il va passer beaucoup d'heures comme une tortue sur son tapis ou dans son fauteuil d'avion, là. Et beaucoup d'enfants se retirent en eux-mêmes sur un mode déçu, et je crois plus souvent qu'on croit dépressif. Hein, il y a quelque chose de l'élan vital qui est tellement blessé chez certains enfants dans cette période où ils sont totalement dépendants, et avec tout le temps l'éducation actuelle des enfants, c'est une injonction constante à la passivité. Et beaucoup d'enfants se dépriment à cause de ça, et ça laisse des traces très profondes. Hein. Je pense toujours les aventures psychiques en termes de mouvement. Et par exemple, chez les femmes enceintes dépressives, il y a une inhibition souterraine au mouvement. Ce qui est dit à l'enfant par chaque muscle de la mère, c'est ne bouge pas. Hein? Et dans la dépression, il y a une inhibition psychique et il y a une inhibition motrice. Et les enfants qui sont nés de mères dépressives, s'ils n'ont pas été aidés, peuvent en garder des traces très très profondes de cette interdiction de motricité. Hein. J'ai accompagné la grossesse d'une femme qui avait adopté un enfant et qui avait été 11 fois enceinte sans jamais avoir eu un enfant vivant dans ses bras. La dernière était une mort fœtale in utero tardivement. Je peux vous dire que la grossesse a été... Elle avait un psychiatre, un psychanalyste et moi. Et toutes les après-midi, elle avait des pulsions suicidaires. Enfin, c'était vraiment terrible. Et j'étais inquiète pour l'enfant. Et l'enfant, il est né zen. Parce qu'elle a réussi quand même à aller chez l'enfant et à accepter qu'on y aille. Et il va très bien, il a maintenant 7 ans. Et depuis, après, elle a été enceinte spontanément 2 fois. Toutes les autres étaient des fives. Il y a tout un travail sur la pathologie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la pathologie de la grossesse. Si on peut mettre ensemble la mère, le père et l'enfant, ou au moins la mère et l'enfant dans des moments très très difficiles, tout se passe mieux, évidemment. Ce qui est très terrible, mais ça se passe aussi bêtement avec la banalisation de la révélation du sexe de l'enfant, qui est une chose, c'est vraiment des rasoirs dans les mains des singes, cette histoire. Quand une femme se coupe de son enfant, l'enfant le ressent. Et quand une femme, par exemple, se coupe de l'enfant, soit parce qu'on attend le résultat du cariotype, soit parce qu'elle a appris qu'il n'était pas du sexe qu'elle croyait vouloir, parce que tout ça, c'est imaginaire, il y a une grande culpabilité parce que c'est pas politiquement correct de dire j'attends une fille, je voulais un garçon. Ça se dit pas, mais ça se vit. Hein, et l'enfant en porte un dommage terrible. Et la relation parent-enfant en est affectée très longuement. Donc c'est très dommage que cette chose-là soit très banale. On en reparlera si vous voulez. Je vous propose de terminer avec quelques images pour que vous voyez un petit peu ce que ça change pour les enfants. Bon, ça c'est mon histoire de mes oblasts, machin truc. Bon, ça c'est une photo que je garde parce qu'elle est terrible. Elle a été utilisée beaucoup aux États-Unis par les gens anti-avortement. Donc c'est pour me rappeler de vous dire que c'est pas parce qu'on fait de l'autonomie qu'on demande que les femmes n'aient pas le droit de choisir l'avortement. Il ne faut pas utiliser l'autonomie, la récupérer dans cette mouvance-là. Hein. Seule une femme peut savoir si elle peut garder l'enfant. Alors, j'en profite pour vous dire qu'il nous arrive souvent d'accompagner des femmes pour préparer une interruption médicale de grossesse. Parce que quand on a rencontré un enfant et qu'on lui a tenu la main jusqu'à la mort, on en fait beaucoup mieux le deuil. On ne peut pas imposer ça à des femmes. Mais si voilà une petite fille c'était une grossesse gémellaire. Et la femme m'a appelée en me disant, voilà, je suis hospitalisée, mais on me donne le droit de sortir. J'attends des jumeaux.
un garçon, une fille, et je ne supporte l'idée d'avoir une fille que parce que j'attends un garçon, parce que l'idée d'avoir une fille m'est insupportable. Mais on m'annonce depuis 3 semaines, on me dit que le garçon va mal, et je suis très inquiète. Et puis hier, on m'a appris qu'il était trisomique. Et donc, je ne la vois que le lendemain. Et entre-temps, l'enfant garçon était mort. Donc, elle est arrivée dans mon cabinet avec un utérus en cercueil, avec la terreur que l'enfant mort et l'enfant vivant se touchent, avec un visage très altéré. Et on a réussi à la mettre en contact avec cette petite fille. Et elle est repartie en allant bien, paradoxalement. Et quand elle est revenue à l'hôpital, ça m'arrive souvent, quand elle retourne à l'hôpital, on dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'elle revient avec un sourire. Dit, bah, rien, elle m'a mis en contact avec mon enfant. Et alors et alors, ça change tout. Voilà, c'est ça. L'affectif, c'est un presque rien qui change tout. Donc cette petite fille, finalement, quelques jours après, vous voyez, à 33 semaines, la poche du garçon a contaminé la sienne. Et il y a eu une césarienne très dramatique en urgence, sous anesthésie générale, après 33 tentatives de péridurale. Ça a été une maltraitance, vraiment. Donc, ce n'était pas une arrivée au monde facile. Et vous allez voir comment un prématuré vient aider sa mère. Alors, il y a quelques images qui doublonnent, je m'en excuse, et enfin, ça ne fait rien. Vous voyez déjà l'extension des bras et des mains. Vous voyez assez, là, où il faut baisser la lumière? Oui ou non? Oui, vous voyez assez? Je vais m'asseoir parce que peut-être je vous gêne, vous. Ça doublonne beaucoup. Déjà, je ne sais pas si on voit le bras de l'enfant, là. Vous voyez, un enfant de 35 semaines qui étend son bras comme ça et qui vient chercher le contact avec sa mère, on ne voit pas ça souvent. Alors ça, c'est elle. La première fois que la voix est une empreinte très très forte. Quand je suis arrivée à Brune, elle était dans les bras de sa mère et il y avait pas mal de gens autour. Je suis arrivée, je me suis mis derrière l'épaule de sa mère et je lui ai parlé. Cette petite fille, c'était une semaine avant, elle a fait un geste incroyable. Elle a levé sa tête, elle l'a tournée pour chercher cette voix qui lui rappelait son monde d'avant, alors que je l'avais vue que 2 fois in utero. Ah bah non, je suis repartie en arrière. Voilà, vous voyez, elle a la main ouverte. Malheureusement, elle a fermé les yeux. Je ne lui tiens pas la tête. On ne leur tient jamais la tête. On tient la tête par le sacrum. Ça, c'est sa sœur, qui a 3 jours. Vous voyez, ce qui est important chez ces enfants, c'est de voir le tonus et l'importance de la présence, l'extension des mains et la qualité du regard et de la présence. Ça, c'est la même petite fille que tout à l'heure, quelques mois après. Vous voyez, elle s'en sort bien. Ça, c'est une petite fille qui a 2 heures. Ça, c'est pour nous rappeler l'importance des regards et le fait qu'on ne touche jamais le sommet de la tête, la fontanelle. On touche toujours sur les côtés. Voilà, vous allez avoir beaucoup de photos comme ça parce que je travaille avec les photos que les pères me donnent et eux, ça les amuse beaucoup. Alors, je fais avec. Ah, c'est encore... Ça, c'est le moment qu'on appelle le premier détachement. C'est-à-dire qu'on demande aux parents, si c'est possible, que la première personne qui sépare l'enfant de sa mère, qu'il prenne dans les bras, ce soit le père, dans un moment où il va lui faire vivre cette expérience extraordinaire de verticalité sans enveloppe en regardant sa mère, qui est une expérience fondatrice, mais aussi qui permet qu'ensuite il va la reposer sur le giron. Et comme ça, après, quand on viendra la prendre prendre l'enfant pour faire tous ces examens qu'on pourrait parfaitement faire dans les bras de la mère et qui, pour la plupart, sont inutiles, elle n'aura pas à gérer en même temps, mais où elle est ma mère, première séparation, etc. Elle aura reformé sa triade. Je dis elle parce que c'est une fille, mais l'enfant aura reformé sa triade de sécurité, donnée par le père, avec le regard avec la mère, et retrouver sa mère. Donc,
riche de cette expérience, elle affrontera la pesée qui ne sert à rien, la mesure qui ne sert à rien, les gouttes dans les yeux, la piqûre, les machins, tout ça. Ça, c'est un enfant qui vient de naître par césarienne. La mère est en train d'être recousue. Vous voyez, ce geste, c'est difficile à faire ça pour un nouveau-né, de lever la tête comme ça pour regarder. Ça, c'est la louste. Hein, la joie, le désir, le plaisir. Vous voyez, les nouveau-nés, ça rigole. On l'oublie trop. Franz Wellmann, avec son assistante, Madame Anne-Marie Wellmann van Pollen, et un bébé qui regarde ses parents et qui, vous voyez, il est totalement en sécurité. Il est un peu comme l'autre qui était au bout du pouce, là. Ça, c'est juste la présence. Ça, c'est la façon de rentrer dans une pièce avec un enfant réveillé pour bien lui signifier que c'est lui qui rentre au monde. Et donc, il est appuyé avec sa base sur l'osiliaque du père. Voilà, c'est une petite fille qui a 6 mois. Ça, c'est le quant à soi. 5 semaines. Vous voyez l'ouverture des mains. Je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est la louste. Hein. Ça, c'est Jacques Espinasse, qui est un kinésithérapeute qui travaille beaucoup en piscine près de Genève, qui fait des choses extraordinaires avec les enfants handicapés. En mars 2016, on aura un nouveau congrès d'aptonomie. Il montrera sûrement des films. Ça, c'est une petite fille qui a un bec de lièvre. Hein. Les femmes aussi, mais comme c'est lourd, c'est souvent les pères et les mères font la photo. 5 semaines aussi. Vous voyez, la qualité de la présence, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour nous rappeler qu'on n'a jamais rien inventé, parce que c'est une photo de Cartier-Bresson en Arménie. Ça, c'est le côté Saint-Exupéry. Et ça, c'est pour vous montrer que les enfants bien portés portent bien leur poupée. Vous voyez ? Elle ne la prend pas sous les bras. Et maintenant, je voudrais... Alors ça, c'est l'adresse du centre d'aptonomie. Je voudrais montrer le petit film. Il y a un petit film très court. Vous allez voir en mouvement comment ça se passe. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est de regarder les moments où l'enfant se prépare à lâcher une jambe et comment ensuite, quand il l'a fait, il est triomphant. Ça veut dire que c'est une expérience très forte. Où il est le film? Il est là? Voilà. Bien mon cœur. Ah, c'est bien. Ah, Sophie. T'es bien là? Oui, ça va. Ouais, bravo. Oh là là, mais quelle athlète. Oh là là. Regardez-moi cette acrobate. Oui, bravo Soso. Alors là, il va lâcher une jambe. Et regardez comment il se prépare. Là, il l'a fait. Et après, il va le refaire. Et regardez comment il se prépare. Il se prépare, là. Vous voyez, il se reprend en lui-même. Et hop, il le fait. Bravo. Voilà. Bon, il nous reste 25 minutes pour discuter. Merci. Minutes. Petit prérequis pour ceux qui souhaitent poser une question. Il est impératif que vous ayez le micro en main pour respecter nos camarades qui sont au-dessus, pour qu'ils puissent vous entendre. Et ensuite que vous parliez bien en mettant le micro sur votre menton. Comme ça, on a le juste niveau sonore pour tout le monde. Voilà. Oui, vous nous avez beaucoup parlé de l'accompagnement autour de la grossesse, mais alors, vous prenez en charge aussi des adultes qui ont pu avoir justement des difficultés ou des traumatismes autour de la naissance et toutes ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du type d'accompagnement que vous pouvez faire une fois que le traumatisme est déjà là Voilà. Par rapport au traumatisme de naissance?
Non, le travail apto-psychothérapeutique. Oui, que vous faites avec un adulte. Alors, un exemple, un cas clinique, par En exemple. fait, c'est un travail... j'ai une vision des choses, c'est que l'éducation et la névrose parentale créent comme une espèce de colonisation du territoire de la corporalité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'éducation qu'on reçoit et de la souffrance névrotique ou psychotique des parents, il y a des territoires entiers de notre corporalité qu'on va laisser en friche, ou des zones où on n'a pas le droit d'aller, ou de notre histoire. Si on a eu mal, des perfusions là, le bébé qui a été perfusé là, quand vous approchez votre main de là, il vous fait savoir qu'il a peur. Donc il y a des zones de nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux perceptions et aux anesthésies, qui restent soit interdites, soit en friche, soit... Bon, c'est ma métaphore de territoire occupé. Donc, dans le fond, toute thérapie, c'est une guerre de décolonisation. Il faut rendre à l'autre sa liberté d'être et d'occuper pleinement le territoire de sa corporalité. Hein, et de, quels que soient les traumatismes qu'il y a pu avoir, pouvoir vivre ici et maintenant en assumant ces valeurs d'humanité. Alors, concrètement, toute thérapie commence par 3 séances de découverte de l'aptonomie. La première étant celle du changement de vulnérabilité, à travers laquelle déjà on voit beaucoup sur quel type de vulnérabilité, comment il réagit. Beaucoup de choses de l'histoire déjà se découvrent dans cette simple séance-là. La deuxième est une séance de découverte sur la complétude et l'importance de la base. Nous sommes dans une société où la base, c'est surtout vécu comme sexuel ou sale. Or, c'est le lieu le plus important pour la vie affective. Donc, faire découvrir aux gens ça, c'est très très important. La découverte de l'importance de la base et de l'entièreté. Tout de nous est dans chaque partie de nous. Et la troisième séance est une séance de découverte de la manière dont, à partir de la base, on peut s'approprier un espace au lieu de se vivre comme petit ratatiné dans un grand espace menaçant, de s'approprier l'espace en l'intégrant. Pas en le visualisant du tout. Hein. Jamais, jamais on utilise la visualisation. Ça, c'est les 3 séances de découverte. Très importantes déjà, et qu'il faut respecter, sauf si les gens arrivent en très grande urgence et en panique. On ne va pas leur dire venez 3 fois faire des découvertes. On travaille directement de manière thérapeutique, mais chaque fois qu'on peut, et déjà à ce moment-là, s'installe une relation. Et ensuite, on approfondit, on revient sur ces phénomènes qui sont donc, on pourrait dire, dans mon langage à moi, apprendre à faire avec la corporalité qui nous a été donnée à notre naissance, avec notre patrimoine génétique et nos expériences. Donc il y a en même temps cette reconquête, parce que très peu d'humains sont vraiment incarnés. Très peu d'humains. Donc il y a cette partie-là du chemin, et ensuite il y a en même temps se promener dans leur histoire, mais à la lumière de ces phénomènes. Alors, dans le fond, on installe les gens, on se met autour, on donne de la sécurité, il y a plein de choses que je n'ai pas le temps de détailler pour les mettre en situation de sécurité, de détente, de complétude, etc. Et puis on parle de leur histoire, etc. Et on met en relation ce qu'ils disent et ce qu'on a observé et ce qu'on fait. Alors moi, je suis très guidée par ma pratique pré- et postnatale, parce que quand les gens me racontent quelque chose et que je me dis, tiens, ça c'est une histoire de nouveau-né, ben, je les remets en situation de nouveau-né. Et quelquefois, c'est assez précis. Je me souviens d'une patiente qui avait été mise à la DAS, et en croisant ce que je voyais d'elle, c'était une femme qui faisait des regrets, qui essayait, elle avait un psychiatre, un psychanalyste et moi, et elle faisait des crises d'angoisse énormes. Elle se retrouvait à 4 pattes, de façon très très spectaculaire chez tout le monde, jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle essayait de revenir à la vie fétale, c'est-à-dire qu'elle essayait de respirer avec l'estomac. Elle avalait de l'air, alors elle était de plus en plus angoissée. Et c'était une tentative de régression fétale. Jusqu'au jour où on l'a vue, enfin je l'ai vue, je lui ai dit, elle était dans mes bras, et ça a cessé. On va à la fois interroger l'histoire, les comportements, recréer des situations,
Et quelquefois, on va prendre les gens dans nos bras, mais quelquefois, on va les faire marcher, quelquefois, on va les faire danser. C'est-à-dire qu'on va inventer au fur et à mesure la thérapie en fonction de ce que les gens amènent comme matériel. C'est assez flou, mais je ne vois pas dire autre. Je me souviens par exemple d'une patiente qui était une psychanalyste, j'ai quelques psychanalystes en thérapie, qui était venue pour divers symptômes. Et à un moment, je lui dis, maintenant, ça va, à peu près tous les symptômes pour lesquels vous venez. Parce que moi, je suis assez... quand ça va bien, je dis aux gens, ça va, quoi. Elle me dit, oui, c'est vrai, tout va bien, mais il y a une chose dont je n'avais jamais parlé, c'est que pour moi, marcher est épouvantable. Marcher, c'est une agonie. Ah bon? Elle dit, alors on va marcher. Alors j'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai fait comme les professeurs de danse balinaient, je me suis mis derrière, on a travaillé allongé au sol, rien ne marchait. Bon, alors j'ai poussé les meubles dans mon bureau, je l'ai prise par la main et on a marché. Et là, j'avais le golem, vous savez, la statue de terre cuite, là, qui marchait comme ça à côté de moi. Alors j'ai fait ce qu'on fait en aptonomie, je l'ai intégré, c'est-à-dire dans un acte dont l'origine est ma base, je l'ai intégré, c'est-à-dire on se prolonge chez l'autre. Dans un objet, on se prolonge, vous voyez, pour que ça tienne dans ma main. Il faut que je perçoive le bouchon. Pour qu'un enfant tienne dans la main, comme vous avez vu là, il faut que, partant de la base du porteur, passe dans la main quelque chose qui va dialoguer du sacrum jusqu'à la tête de l'enfant. Et c'est un dialogue constant. Si on n'intègre pas l'autre, il ne se passe rien. Et dès qu'on intègre l'autre, en fait, tout le tissu endomésoblastique dit « Ah !» Et chaque vaisseau sanguin qui entoure chaque fibre musculaire se détend. Et c'est pour ça qu'on a cet effet de complétude immédiat. Donc, cette femme, donc je l'intègre, et du coup, elle se met à marcher légèrement. Et elle traverse la pièce avec légèreté. Elle me dit, mais c'est ça marcher? Non, ça peut être ça marcher? Je lui dis, c'est ça marcher. Alors, elle s'arrête, elle recommence à marcher comme un golem, je la réintègre, et là, elle s'arrête, elle tombe en pleurs en disant comment ça se fait que jusqu'à 45 ans, j'ai jamais pu comprendre que j'étais aliénée jusqu'en la dernière fibre de mes muscles par la folie de ma mère. Voilà le type de travail. D'autres fois, je vais chercher la trace de ce que j'appelle les chagrins tissulaires. C'est-à-dire que quand dans une région, il y a eu une lésion, si le chirurgien a fait son travail, le kinésithérapeute a fait son travail, etc., il reste quand même une trace locale, affective et musculo-tendineuse et vasculaire, etc., qui a besoin d'être consolée. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. J'ai écrit là-dessus. Bon, un exemple peut-être qui sera le plus parlant. Une collègue que je connais bien est enceinte. Et elle fait de l'aptonomie, etc. Et puis, elle s'inquiète parce qu'elle a des contractions très tôt dans la grossesse, 4e mois, et elle va aux urgences et là, on lui tient un discours assez alarmiste. Et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai des contractions, tout va bien, etc. Et mon bébé est complètement coincé à gauche. Donc, je la vois. Et comme je la connaissais bien, puisque j'avais commencé à accompagner la grossesse, je vois sur sa cuisse, à gauche, une trace, une cicatrice nouvelle. Je dis, mais qu'est-ce qui était arrivé? Ah ben, j'ai été mordue par un chien. Et elle raconte une morsure récente, enfin récente, non, il y a 1 mois ou 2, dans des conditions affectives très difficiles pour elle, parce que lieu de sécurité, lieu chez ses grands-parents, alors que ses parents avaient divorcé, c'était le seul endroit unifiant. Le chien, elle était seule dans une grange, la chienne lui a sauté dessus et elle n'arrivait pas à la faire décrocher. Elle a appelé au secours, finalement quelqu'un est venu. Donc ça, c'était déjà un trauma de peur, elle était en début de grossesse. Et ensuite, discussion le soir, c'était dans une ferme, et le grand-père a décidé de ne pas abattre la chienne, ce qu'elle a vécu comme très traumatique parce qu'elle savait qu'elle viendrait avec son enfant, qu'elle avait peur que la chienne la morde. Au fur et à mesure qu'elle me raconte ça, moi je suis autour de la blessure. Et je vais chercher l'enfant à travers... Et toute la zone se détend peu à peu. C'est-à-dire le chagrin tissulaire qui était amalgamé là se détend, le tissu endomésoblastique se décrispe et l'enfant peut prendre sa place dans l'utérus et il n'y a plus de contraction. Il y a plein de choses comme ça.
On cherche ce qui, dans la vie de cette personne, à un moment, a été une épreuve, pour ne pas dire forcément un traumatisme, qui a laissé trace à la fois dans sa pensée, dans son psychisme et dans sa chair. Et on essaye de réharmoniser tout ça. Alors on fait dessiner les gens après les 3 séances de découverte. Ils vont toujours dessiner, avant, après, ou dessiner ce qu'ils veulent. Dans les thérapies d'enfants, on utilise aussi le dessin, la pâte à modeler, etc. Mais aussi les sons, mais aussi les faire marcher dans l'espace, les yeux bandés, pour est-ce qu'ils nous perçoivent. Enfin, c'est tout un travail sur affiner aussi, restituer aux gens leur perception. Vous savez, les bébés humains, ils naissent avec des très grandes antennes. Ils perçoivent au-delà d'eux beaucoup plus qu'on croit. Et le traitement qu'on leur inflige, à la fois insécurisant et passivisant, fait qu'ils ratatinent tous leurs antennes. La majorité des adultes ici ont les antennes un peu ratatinées, enfin de notre époque, je veux dire. Donc, on pourrait dire que la thérapie, c'est aussi leur permettre de redéployer leurs antennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en même temps, ce qu'on fait découvrir aux gens, c'est l'art d'être pleinement ici et maintenant. Et quand on est pleinement ici et maintenant, il y a un bien-être. Il y a probablement des sécrétions d'endorphines. Il y a, vous savez, toutes les histoires du système nerveux entérique, etc., qui sont aussi très importantes à connaître. Et à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que l'historicité des événements traumatiques prend une autre valeur. C'est-à-dire quelqu'un qui vous raconte des choses abominables, si on est vraiment avec lui, quelquefois il est dans nos bras, et qu'il est complètement en sécurité au moment où il le dit, il peut dépasser. Il dit, bah oui, mais dans le fond, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que les traumatismes changent d'importance et d'effets déterminants dans l'histoire. Bonsoir. Moi, en fait, je suis un petit peu étonnée parce qu'on étudie, moi je suis étudiante et on étudie Attendez, beaucoup vous parlez trop vite. on étudie vraiment que l'image du corps, c'est un terme qui a vraiment été amené par votre maman, et du coup je m'étonne que vous utilisiez en fait un autre terme. Du coup, est-ce que c'est Quel autre terme? vous avez parlé plutôt de C'est parce que je n'ai pas abordé la question de l'image inconsciente du corps, mais j'ai écrit un article qui s'appelle « De l'image inconsciente du corps à d'accord. l'aptonomie ». Ah non, parce qu'il y avait quelque chose qui me faisait penser à l'image du corps, Non, et je pensais non, juste que c'était un autre C'est terme. pas ça. Alors, D'accord. l'image inconsciente du corps, c'est un concept très complexe que j'ai pas du tout abordé ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout. Regardez déjà tout ce que j'ai pas dit. Donc, non, bien sûr, D'accord. je m'en sers beaucoup. D'accord, parce qu'en fait, c'était l'expression corporalité animée de rencontre. Ça n'a rien à voir. Ah d'accord, ok. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est Mm. pas que ça n'a rien à voir. Vous avez raison. Mais il faudrait prendre du temps pour montrer que les deux choses sont pas tout à fait identiques, mais que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. L'image inconsciente du corps s'inscrit dans la corporalité. Mais c'est à un niveau inconscient, l'image inconsciente du corps, par définition. D'accord. Alors que la corporalité est vécue sur un mode conscient. D'accord. Donc ça s'articule. Mais j'ai écrit là-dessus. Non, je renie rien de ce que j'ai reçu de ma mère et de mon père. Mais je crois que ce qui est amusant et intéressant dans la vie, c'est de prendre ce qu'on a reçu et d'essayer d'aller plus loin. D'ailleurs, ma mère s'intéressait beaucoup à l'aptonomie. Mais elle a dit, je ne veux pas m'en occuper parce que c'est pas... Je laisse ça à Catherine. Merci. Mais c'était une fine remarque. Merci. J'aurais juste une question sur l'autonomie périnatale. On en parle depuis le début, mais on est d'accord que c'est une formation qui n'est pas ouverte aux psychomotes. Et- Vous pouvez parler plus doucement? Pardon. L'autonomie périnatale est Oui. une formation qui n'est pas ouverte aux psychomotriciens. Oui. J'aurais voulu savoir pour vous pourquoi elle n'était pas ouverte aux psychomotriciens et si dans les années à venir ça pourrait changer ou non. Je pense que ça ne changera pas. Pour une raison, c'est que dans la plupart des pays d'Europe, les sages-femmes se sont fait voler l'accompagnement de la grossesse par les psychomotriciens ou les kinésithérapeutes et qu'elles le vivent très mal. En Belgique, par exemple, c'est beaucoup
très peu de sages-femmes font de l'accompagnement de la grossesse. Donc les sages-femmes en France sont très sensibles au fait qu'on n'ouvre pas cette formation aux psychomotriciens ou aux kinésithérapeutes, etc. Alors ça nous arrive d'en former ceux qui travaillent en équipe, ceux qui travaillent vraiment autour en pédiatrie ou en néonatologie en équipe, on les forme, mais c'est vraiment très exceptionnel. Voilà. Grosso modo, c'est ça la raison. Et aussi parce que c'est très particulier la grossesse quand même. C'est vraiment pour tenir tous les brins de la physiologie, de la pathologie, de la vie psychique de la mère et de l'enfant, c'est quand même mieux d'avoir une pratique de sage-femme. Alors on forme aussi quelques psychologues qui ont fait la formation d'aptopsychothérapie, qui travaillent dans les équipes pour accompagner les femmes qui sont vraiment en grande détresse psychique. Mais on le fait d'ailleurs de moins en moins, parce que personnellement, je ne suis pas tellement contente du travail des psychologues qui font de l'accompagnement de la grossesse. Je peux poser... Oui, là. J'aurais aimé savoir comment on devient apnothérapeute. Enfin, la formation que vous enseignez, en fait. Ça se fait par stages qui sont éloignés de quelques mois pour qu'il y ait toujours une maturation. Donc il y a d'abord un séminaire de base qu'on peut appeler un tronc commun, qui est le même pour tout le monde, où je crois on l'a modifié, moi je ne m'en occupe pas, je crois que c'est 2 stages de 4 jours, je crois à quelques mois d'intervalle, à la suite de quoi on va décider si on laisse poursuivre ou pas. Et à ce moment-là, les gens vont se diriger vers soit un accompagnement pré- et postnatal, aptopsychothérapie, aptocinésie, et puis il y a ou aptopuériculture, qui est réservée aux puéricultrices. Bon. Et là, par exemple, pour le périnatal, c'est en fait, on devrait dire pré- et postnatal, parce que scientifiquement, périnatal, c'est les 10 jours autour de la grossesse. C'est 9 stages de 3 jours qui sont étalés sur 2 ans, dans lesquels les gens travaillent aussi avec des femmes enceintes et des bébés, et on donne ils ont des devoirs à faire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens travaillent vraiment en dehors des moments de formation. Il faut qu'ils aient un abord des femmes enceintes, des bébés, et qu'ils puissent travailler. Voilà. Et après, une fois qu'ils ont fait ces 9 stages, en fait, c'est juste un permis de conduire, parce qu'il est dans la nature de l'aptonomie de maturer très lentement. En fait, on perd des peaux d'oignon. Alors, plus on vieillit en aptonomie, moins on perd souvent de peaux d'oignon. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas perdu. Mais plus on mature dans le ressenti, il faut beaucoup travailler sur soi. Moi, j'ai passé des heures à poser mes mains partout, à sentir, à faire des choses très, très fines dans mes perceptions, à changer mes niveaux de perception. Sinon, on n'avance pas. Et donc, il y a des niveaux d'approfondissement des connaissances qu'on ne peut acquérir qu'en maturant. Donc en fait, une fois que les gens ont fait leur formation, il faut qu'ils reviennent tous les 3-4 ans en perfectionnement pour approfondir et pour travailler éventuellement en petits groupes. Moi, j'ai des petits groupes qui sont en fait ce que les psychanalystes appellent des séminaires, qui sont du travail clinique, théorique, pratique, etc. Qui sont un peu de la recherche aussi. C'est comme si vous aviez fait une cure un peu, une cure autonome. Je sais pas comment on pourrait dire, quoi. Mais je comprends pas tout à fait ce que vous voulez dire. Non, mais c'est une formation difficile. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne peut pas cumuler la pratique du yoga et de la sophrologie en même temps que l'apnothérapie? Alors, parce que dans la sophrologie, par exemple, il y a toute une partie qui consiste à se représenter l'enfant. On se voit avec l'enfant dans les bras. Toute visualisation est un processus cortical. Donc, les humains sont tellement fiers et contents de leur cortex qu'ils traitent les voies corticales comme nous, on traite les autoroutes. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et les voies sous-corticales, c'est un peu les petits chemins herbeux. Donc, les gens sont très formatés à utiliser les voies corticales, ce qui fait que si pendant la grossesse, une femme cherche à prendre appui à la fois sur les voies corticales et sous-corticales, le jour de l'accouchement, elle sera perdue. Et ensuite,
quand une femme visualise l'enfant, elle n'est pas avec l'enfant qui est dans son giron. Il y a des femmes qui sont très bien avec l'enfant qui est dans leur tête, et là, en dessous, il est abandonné tout seul dans des muscles durs. Donc c'est absurde. Ça ne veut pas dire qu'on dit que l'aptonomie c'est mieux que la sophrologie, mais que si on respecte nos patients, il ne faut pas les emmener dans des chemins qui les mettent en contradiction. Parce que déjà c'est difficile de mener un processus comme l'accouchement en cherchant tout le temps à le vivre de manière affective et sous-corticale. C'est pas la peine de se mettre des pots de banane en plus. Il y a des choses qui sont incompatibles. Et le yoga c'est la même chose, c'est les yogas respiratoires. Parce que dès que vous contrôlez votre respiration, il se passe dans votre abdomen, contrôlé corticalement. Nous, on fait une différence entre le souffle naturel, en fait, je suis obligée de bouger, quand on contrôle sa respiration, le diaphragme fait un mouvement comme ça. Quand on est dans le souffle, le diaphragme fait un mouvement comme ça. Ce n'est pas le même mouvement et ce n'est pas le même tonus. Le souffle est une commande sous-corticale qui est commandée par les barorécepteurs. Et à ce moment-là, le point de départ du souffle est par là. Et tout de suite, ça part vers le périnée et ça remonte. Et c'est dans une innervation sous-corticale, c'est-à-dire tonus moelleux. Dès que vous contrôlez votre respiration, c'est un processus qui fait que chaque fibre musculaire est dans un autre tonus et qu'il est plus dur. Donc, ça, c'est très facile. Quand les gens hésitent, on les met bien en contact avec l'enfant. Et après, on dit, bon, maintenant, faites une respiration contrôlée. Et c'est réglé en 3 minutes, elles ont compris. Ou après, on leur dit, maintenant, visualisez votre enfant. Et c'est très clair. Quand on l'a senti, on voit que c'est absurde de vouloir mélanger ces choses-là. C'est clair ? Ça me semble exceptionnellement clair. Il faut qu'on s'en aille, là. Hein. Ouais, je suis oui. vraiment désolé pour le coup. Je voudrais quand même faire quelques petits remerciements. Oriane, pour nous avoir mis en contact avec Madame Dolto. Merci, Oriane. Les membres du PEA des Cafés Psychomotes qui ont géré toute l'organisation et la com. Mine de rien, l'ISRP pour les locaux et la technique. Et Madame Dolto pour la qualité de sa relation.